Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce forum online sur les pénuries d'électricité. On a fait ce soir cette présentation justement sous forme de forum à travers notre chaîne YouTube, tout simplement parce que quand on l'organisait, il y avait toujours les restrictions sanitaires qui nous interdisaient de faire des rassemblements. Et puis l'autre chose, c'est aussi pour une certaine flexibilité, puis que vous puissiez le suivre directement depuis chez vous. C'est enregistré, donc on vous transférera dans les prochains jours un lien qui vous permettra de pouvoir revoir cette présentation, également de la partager avec les différentes personnes de votre entreprise qui n'auraient pas pu la voir. Donc, pourquoi ce forum ce soir? Tout simplement, au mois d'octobre 2021, notre ancien président de la Confédération, Guy Parmelin, avait fait une annonce comme quoi il y avait des risques de pénurie d'électricité et qu'il y avait certaines règles à suivre et qu'elles seraient transmises par les GRD, qui sont les gestionnaires de distribution. Et on est le GRD justement pour votre zone. Raison pour laquelle, au mois de novembre, on vous avait envoyé un courrier qui donnait dans les grandes lignes qu'est-ce qu'était ce risque de pénurie et à quoi il fallait faire attention. Suite à ça, il y a quand même passablement de questions qui sont venues et puis on a décidé de faire justement cette présentation pour vraiment y répondre, mieux aborder le sujet avec vous et puis également que vous puissiez nous poser des questions, qu'on puisse y répondre. Alors comment faire pour poser des questions? En bas à droite, vous avez le chat sur cette chaîne YouTube. Pour utiliser le chat, il faut vous connecter auparavant, donc avec votre compte Google ou simplement s'inscrire à la chaîne YouTube. Et d'une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir mettre vos questions. N'hésitez pas à les inscrire. On les prendra dans la dernière partie de cette présentation, les unes après les autres. Voilà, comment ça va se passer ce forum? En 5 parties. Donc, on va commencer à parler des risques de pénurie avec mon collègue David Motet, responsable du réseau électrique. Ensuite, on va aller un peu plus en détail dans ce fameux plan austral qui a été mis en place par le Conseil fédéral avec Yannick Gignot, ingénieur en réseau électrique. Et puis pour la dernière partie, avec Christian Darbelay, conseiller en énergie, il va vous parler dans un premier temps de vos fournitures d'électricité, comment ça se passe maintenant et comment ça se passera après. Et puis également, comment vous préparer à ce risque de pénurie, voire ce risque de délestage. Et puis on finira par vos questions en essayant d'y répondre au mieux. J'aurais dû commencer par ça, c'était me présenter. Alain Nevers, je suis le responsable des départements commerce et marketing du groupe Secteledis et également membre de la direction. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue David pour nous parler des risques de pénurie. Merci Alain, merci pour cette présentation. En guise d'introduction, je me suis posé une question que je propose de partager avec vous. Doit-on s'alarmer de cette problématique? Eh bien, aujourd'hui, je pense que c'est un scoop pour personne. Un blackout provoquerait une paralysie complète du pays. En effet, il est important que la Suisse puisse construire des nouvelles centrales, acquérir des réserves hydroélectriques afin d'assurer le réglage du réseau. Il est indispensable de pouvoir augmenter nos productions afin de assurer notre indépendance et assurer les besoins en énergie du pays. À l'avenir, il est clair que le panorama des installations de production sera très différent de celui d'aujourd'hui. Actuellement, nous avons des grosses centrales de production qui assurent la stabilité du réseau électrique. À l'avenir, c'est clair que vous voyez maintenant fleurir des installations solaires, pointer le bout du nez de certaines éoliennes sur des parcs à différents endroits en Suisse. Et c'est clair que ce panorama change passablement la problématique au niveau du réglage du réseau. Donc la construction de nouvelles centrales est importante, elle prendra beaucoup de temps. La transition énergétique est en marche avec la construction de petites centrales, mais il faudra, il est clair, accélérer le processus. Nous avons des nouveaux besoins, il y a aussi des nouvelles règles. Donc pour répondre à la stratégie énergétique 2050 et atteindre la neutralité climatique, la tendance est à l'installation de pompes à chaleur
pour remplacer les productions les chauffages, les productions de chaleur à énergie fossile et à la mobilité électrique. Toutes ces actions se traduisent par une augmentation de la consommation, une augmentation de la demande. La mobilité électrique représente aujourd'hui 7% et selon les prévisions qui sont faites, pourrait atteindre 25% d'ici à 4 ans. Ces besoins en énergie sont estimés à 12 TWh, soit 20% de notre consommation supplémentaire, de notre consommation actuelle. Donc, il est important, pour que le réseau électrique fonctionne, d'avoir une certaine flexibilité afin d'équilibrer ces nouvelles productions qui sont très volatiles. Ces productions d'énergie renouvelable, solaire, éolien, et à l'avenir, il sera forcément important d'avoir des productions en suffisance en Europe. À cela s'ajoute aussi la perte d'accès au marché européen. En effet, actuellement, nous pouvons bénéficier d'approvisionnement européen au niveau du ruban de l'énergie de base que nous consommons en Suisse. Et avec nos centrales hydrauliques, nous assurons la dentelle, le réglage du réseau afin d'assurer sa stabilité. Donc, l'importer de l'électricité, est-ce la solution? Mais au regard de la problématique énergétique 2050, actuellement, nos importations représentent 11% de la consommation suisse. L'électricité produite en Suisse génère 40 grammes d'équivalent CO2, génère des émissions de CO2, mais relativement modérées. Par contre, si nous rajoutons l'importation de cette énergie électrique, nous atteignons un mix électrique qui se situe aux alentours des 110 grammes par kilowattheure produit. Aux heures de pointe, cela s'aggrave encore puisqu'il est nécessaire d'activer, principalement en hiver, quand il y a des grosses demandes, d'activer des centrales de production au charbon, au fioul, et là nous atteignons jusqu'à 600 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que l'électricité importée n'est pas très propre et augmente les émissions de gaz à effet de serre. On peut en déduire que seules les énergies renouvelables et les économies d'énergie vont dans le sens de la stratégie visant une neutralité climatique d'ici à 2050. Comment remédier à ce problème? Construire des nouvelles centrales hydroélectriques idéalement, augmenter la part des nouvelles énergies renouvelables, stocker de l'énergie avec des barrages, de l'hydrogène, principalement économiser, consommer raisonnablement, raccourcir les procédures d'autorisation de construire pour des projets d'importance stratégique, et puis aussi assurer l'efficacité énergétique car elle jouera un rôle clé dans la sécurité de l'approvisionnement à venir. Si nous n'y arrivons pas, lorsque la demande excède l'approvisionnement, l'ensemble du réseau électrique sera déstabilisé. Pour éviter son effondrement complet, il faudra augmenter instantanément la production. En cas d'indisponibilité, des délestages seront actionnés. Ces mesures seront indispensables afin d'éviter un blackout. Avec une production au maximum de sa puissance, le réseau électrique sera très sollicité et un déclenchement d'une centrale importante à elle seule pourra provoquer un blackout. Il est évident qu'au regard de ces prévisions, le Conseil fédéral et la branche s'inquiètent, raison pour laquelle un programme a été mis en place, programme qui sera présenté par mon collègue Yannick tout à l'heure. Merci David pour cette... C'est intéressant également de voir que la production en Suisse est une protection qui est propre et renouvelable. Juste peut-être une question, il y a une certaine liste de points, comment y remédier avec un certain nombre d'actions. Est-ce qu'on est vraiment prêt dans le timing maintenant pour pouvoir mettre en place ces choses-là, ou est-ce que ça va prendre du temps? On parle notamment de nouvelles centrales hydroélectriques ou de barrages d'hydrogène. Est-ce qu'on est prêt dans un temps relativement court, ou bien on va devoir se préparer sans ça dans un premier temps? Je pense qu'en effet, il faudra se préparer sans ça dans un premier temps. Les autorisations de construire, comme je l'ai mentionné, sont très longues. À titre d'exemple,
Nous avons construit une première éolienne en 2002, déposé un plan d'aménagement pour en construire deux supplémentaires dans le même quartier, dans le même secteur, et puis ça fait de ça 17 ans. Et nous n'avons toujours pas d'autorisation de construire pour étendre notre parc éolien. Donc, toute construction va prendre beaucoup de temps et il sera difficile, par le biais de grosses installations solaires, en tout cas d'y remédier. D'accord, merci David. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette présentation avec Yannick qui va nous parler du plan Austral. Je te laisse la parole Yannick. Bonsoir à tous, merci Alain. Comme tu l'as dit, en fin d'année dernière, nos gros consommateurs qui sont avec nous ce soir ont reçu un courrier qui mentionnait des mesures Austral. J'imagine que peu d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce terme et c'est l'objectif de ma présentation de vous expliquer en quelques minutes qu'est-ce qu'Austral, d'où ça vient et quel est son rôle en cas de pénurie. Donc pour commencer, il faut savoir qu'en Suisse, en fait, on a un office fédéral qui est chargé de garantir la disponibilité des biens et services indispensables à la société. Cela en cas de guerre ou de pénurie. Ces biens, ça peut être autant des médicaments, de l'alimentation, l'électricité, du gaz. Enfin, il y a toutes sortes de biens qui ont été classés comme indispensables à l'économie du pays. Le mandat de cet office fédéral, il est fixé dans l'article 102 de notre Constitution fédérale. En cas de pénurie d'électricité, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cet office fédéral en fait, a mandaté l'AES, qui est l'Association suisse des entreprises électriques, de préparer un plan qui permette de mettre en place des mesures en cas de pénurie électrique. Et dans ce but-là, en fait, l'AES a mis sur pied une commission qui s'appelle donc Austral. Austral, c'est l'abréviation en allemand d'Organisation pour l'approvisionnement en électricité en cas de crise. Et puis son rôle, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de préparer des mesures de gestion et de les mettre en œuvre en cas de pénurie électrique. Plusieurs entreprises qui sont actives dans les domaines de la production ou de la distribution d'énergie font partie de cette commission afin de préparer ces différents plans de mesure. En tant que GRD, nous, on est là pour vous faire le lien en fait, entre la commission et vous, les clients. Donc, comme on l'a fait en fin d'année, on vous a transmis un courrier qui nous a été demandé par Austral et puis comme on le fait aujourd'hui, on vous permet de poser vos questions et puis dans la mesure du possible, on y répond. Si on ne peut pas y répondre, eh bien, on a les contacts auprès d'Austral pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, comme l'a expliqué David tout à l'heure, une pénurie, en fait, c'est une situation où la demande est supérieure à l'offre, donc où la production d'électricité ne suffit plus à couvrir la consommation. Dans ce cas-là, Austral en fait a deux axes de travail, une sur la gestion de l'offre, donc la production, et une sur la gestion de la demande, donc la consommation électrique. Je vais vous présenter maintenant les mesures concernant la demande, qui est le sujet qui nous intéresse le plus ce soir, puisque vous êtes plutôt des consommateurs électriques plutôt que des producteurs. Donc pour piloter la demande, Austral a un portefeuille de 3 mesures. La première, c'est l'interdiction et la restriction de la consommation. La deuxième, c'est le contingentement. Et la troisième, c'est le délestage cyclique. Dans les détails, donc l'interdiction et les restrictions de consommation, en fait, c'est une mesure qui s'applique à l'ensemble de la population, l'ensemble de l'économie,
qui demande en fait de se passer en fait des équipements non essentiels tels que les saunas, jacuzzi, enseignes lumineuses, les clims, etc. Enfin, il y a toute une liste d'équipements non essentiels qui seront demandés d'être coupés en fait. La deuxième mesure, donc le contingentement, celle-ci s'applique aux gros consommateurs uniquement. C'est le sujet principal du courrier que vous avez justement reçu en fin d'année. Pourquoi uniquement les gros consommateurs? Premièrement parce que, comme va vous l'expliquer mon collègue Christian tout à l'heure, vous êtes le plus à même de pouvoir vous préparer à un contingentement. Et puis la deuxième raison, c'est le fait que vous soyez déjà équipé en fait de compteurs télérelevés et qui permet en fait de vérifier que le contingentement ait bien été appliqué. À terme, peut-être qu'avec le déploiement des compteurs intelligents chez les clients, cette mesure va également être étendue à l'ensemble des consommateurs. Et la dernière mesure, qui est donc le délestage cyclique, là c'est vraiment une mesure de dernier recours et là on touche à nouveau toute l'économie, toute la population. Cette mesure consiste en fait à couper chaque branche du réseau électrique cycliquement. Donc on a des coupures par branche d'environ 4 heures. Ce dernier graphe, juste pour vous montrer que plus les mesures sont contraignantes, plus elles permettent d'économiser de l'énergie. Donc Austral a estimé qu'avec la mesure de restriction de consommation, on arriverait à une économie d'environ 10%. En y ajoutant le contingentement, on arriverait à gagner encore entre 5 et 15%. Et puis la dernière mesure qui est donc le délestage du réseau, là on arrivera à une économie jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Voilà un peu ce que je voulais dire sur Austral. J'espère avoir pu vous éclairer un tout petit peu sur le sujet. Et puis, je passe la parole à Alain pour la suite. Merci Yannick. Je crois que c'était assez clair. On a bien compris qu'il y avait ces 3 phases qui étaient la première chose, l'interdiction, ensuite le contingentement et pour finir le délestage. Mais moi j'aurais une petite question à te poser. Quand on est dans ce contingentement, comment ça se passe pour définir ce contingentement? Est-ce qu'il y a un pourcentage qu'on va dire de réduction à avoir et ce pourcentage il serait basé par rapport à quelle référence ou à quelle période? Comme première question. Et comme deuxième question, qu'est-ce qui se passe si je ne réalise pas ce contingentement demandé? Donc, le contingentement, en fait, il a 2 paramètres. Le premier, c'est une durée et le deuxième, c'est une quantité d'énergie à économiser. La durée, ça peut être, ça sera certainement 1 mois, 2 mois. Ça va tourner dans ces eaux-là. Et la deuxième, c'est le taux d'économie qui est demandé aux grands consommateurs. Ça peut être 10, 20 ou 30% d'économie. Cette économie, en fait, elle sera calculée sur l'année de référence, sur le mois de référence qui est, si par exemple on vous demande une économie de 80% au mois d'avril 2022, le mois de référence sera le mois d'avril 2021. Ensuite, à la fin du mois d'avril 2022, on va regarder votre consommation, la comparer avec la consommation d'avril 2021, pardon. Et si le contingentement n'a pas été respecté, on doit signaler cela à Austral. Et puis à ce moment-là, il y a des sanctions qui peuvent être prises, qui peuvent aller d'une amende et aller jusqu'à une peine privative allant jusqu'à 3 ans d'après les premières informations qu'on a d'Austral. Donc mieux vaut respecter les règles de contingentement. Parfait, merci Yannick en tous les cas pour ces informations sur ce plan qui est assez clair et assez technique.
pour arriver dans la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie de ce forum, c'était parler de vos contrats de fourniture d'électricité, vos contrats actuels, qu'est-ce qui se passe si on arrive dans le plan austral, et puis poursuivre également, mais comment vous, en tant que directeur d'entreprise, grand consommateur, vous pouvez vous y préparer au mieux avant d'arriver à ce contingentement, voire à ce délestage. Donc, je remercie Christian Darbelet, conseiller en énergie, qui va aborder ce sujet avec vous. La parole est à toi, Christian. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci de nous suivre en direct sur cette chaîne YouTube. Moi, je vais vous parler de deux choses, hein, comme l'a dit Alain. Je vais vous parler de la fourniture d'énergie électrique, des contrats que vous avez avec nous, pour ceux qui en ont. Et puis, je vais vous parler d'autre chose, c'est de la préparation, comment on peut se préparer, et puis quels sont... on va essayer d'avoir un petit peu de positivité par rapport à ce qui nous arrive, et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette préparation. Donc, au niveau de la fourniture d'énergie électrique, je voulais juste rappeler quelque chose. Il y a plusieurs organes fédéraux qui ont pris, pour lesquels on dépend dans ce pays au niveau de l'électricité, au niveau de la fourniture d'énergie. Je vous les ai mis là, ces trois organes principaux. Hein. C'est l'Office fédéral d'approvisionnement en économie, c'est ce que mon collègue Yannick a parlé tout à l'heure. C'est eux qui sont chargés de tout ce qui est approvisionnement de l'économie du pays, ça peut être de l'essence, du mazout, des denrées alimentaires, ces choses-là. On a un autre organe qui est aussi important, c'est l'Office fédéral de protection de la population. Hein. C'est l'Office fédéral qui est chargé d'établir des procédures ou des processus en cas de crise. Par exemple, de tremblement de terre ou d'inondation. En cas de crise, pénurie aussi, donc c'est pour ça qu'ils sont impliqués dans ce projet austral. Et puis pour nous, qui nous intéresse plus et puis qu'on est dépendant aussi beaucoup plus, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui lui est chargé de la sécurité d'approvisionnement en électricité de notre pays. Donc on voit que ce n'est pas nous qui allons décider à un moment donné, comme vous l'ont expliqué mes collègues, ce n'est pas nous à un moment donné qui allons décider de couper l'électricité, de vous contingenter cette part d'énergie. Donc on dépendra des offices fédéraux, on dépendra du Conseil fédéral. Ça se passera un petit peu comme la crise qu'on a vécue avec le Covid. L'Office fédéral va prendre la main sur la production, va prendre la main sur la consommation, et puis nous, on fera simplement de transmettre les informations aux organes concernés. Juste un petit mot sur la partie électrique. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'un prix annualisé, hein, donc vous avez des prix qui sont fixés sur une année. Pour certains de nos clients, pour 2023 et 2024, hein, donc l'approvisionnement a été fait. Juste vous montrer un tout petit peu la volatilité qu'on a aujourd'hui sur les marchés d'électricité. Depuis la fin de l'année passée, avec tout ce qui se passe dans le monde de l'énergie, les stratégies énergétiques 2050, les diminutions de consommation, la mobilité électrique, le remplacement des énergies fossiles par des énergies électriques. On a déjà une augmentation assez sensible du prix de l'électricité, du prix de l'énergie électrique sur les marchés. Et on a eu aussi dernièrement, vous le voyez sur mon graphique, malheureusement à cause de la crise en Ukraine, une grosse augmentation du prix de l'électricité sur une période assez courte. C'est redescendu, maintenant ça remonte un petit peu, donc il y a beaucoup de volatilité sur ces prix. Ces prix d'électricité, ils vont faire qu'à un moment donné, on va devoir plus que temps, on ne va pas pouvoir augmenter les prix de l'électricité, hein, ils vont monter, mais à un moment donné, quand il n'y en aura plus assez, on devra recourir à ce projet austral, on devra recourir à ce système de demande d'abord dans un premier temps d'économiser l'énergie, ensuite de contingentement et ensuite de délestage. Ce qui va se passer au niveau de vos contrats, à un moment donné, les contrats, ça ne va pas changer. C'est à nous de nous préparer, de ne pas acheter trop, d'anticiper les choses au moment où il y aura ces délestages. Et c'est comme on le fait aujourd'hui, hein, on fait des prévisions et puis on s'approvisionne pour vous. Pour vous, ça ne changera pas au niveau des prix. Si on veut prendre une bonne nouvelle par rapport à ce qui peut arriver, c'est que les kilowattheures que vous n'allez pas consommer pendant cette période-là, ils ne seront pas facturés. C'est normal. Hein. Il n'y aura pas d'impact sur vos tarifs aussi, ça sera toujours les tarifs qui ont été décidés à l'avance. Donc c'est notre rôle et notre responsabilité d'approvisionner, s'approvisionner juste, et puis quand il y a des grosses volatilités au niveau des marchés, c'est nous qui devons anticiper ces grosses volatilités. Donc au niveau de l'approvisionnement des tarifs, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça.
Par contre, et j'y viens à la deuxième partie de ma présentation, il faudra qu'on se prépare et la préparation de je vais surtout parler du contingentement et du délestage, hein, la partie d'interdiction avant qui concerne tout le monde, ça ne nous regarde pas trop, mais par contre, contingentement et délestage, je vais regarder ça sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle où on nous impose certaines choses, on va nous imposer la diminution de consommation d'énergie électrique. Et puis l'autre angle, c'est où on nous impose la restriction, on va nous couper le jus. Et puis l'autre chose, c'est de dire, ben voilà, peut-être qu'il y a des opportunités à se préparer à ce genre d'exercice. Au niveau du contingentement, on va nous demander de baisser de 20% la consommation d'énergie électrique. OK. Et pourquoi pas le regarder sous l'angle de dire, ben, peut-être qu'on pourrait déjà maintenant regarder où c'est qu'on pourrait économiser 20% d'énergie, ou 5%, ou 10%, c'est égal, où on peut déjà regarder maintenant, et puis commencer déjà à faire des économies maintenant. Et puis l'autre chose, c'est le délestage. Le délestage, le jour où on se retrouvera devant un délestage, si on n'est pas prêt, ben, on va être embêté. Mais une chose, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le blackout, il peut arriver aussi, pas forcément en cas de crise, il peut arriver dans n'importe quel cas. On peut avoir un tremblement de terre, on peut avoir, ben, on voit ce qui se passe en Ukraine, une guerre, on n'espère pas, mais on doit se préparer. Et puis, le fait d'être prêt, ben, ça aura l'avantage qu'on ne sera pas surpris au moment où ça arrive. Et puis, ben, on peut le voir comme ça, au lieu de le dire, ben, au lieu de se dire, on va nous imposer des choses et puis c'est pas normal, on peut se dire, on va nous imposer des choses, on sait que ça va arriver, ben, prenons les choses du bon côté, essayons de se préparer et puis se préparer en cas de crise. Donc pour faire ça, le Conseil fédéral nous a donné des outils, hein, je vous montrerai après plusieurs sites internet qui sont relativement intéressants, nous a donné des outils, puis sur ces outils, ben, il y a des processus pour le préparatif. Donc les processus, c'est pour toutes les entreprises la même chose. Vous, en tant que client, vous avez des domaines d'activité qui sont très variés, hein. On va d'un EMS à une boulangerie, vous avez des frigos, vous avez une menuiserie, enfin bref, vous avez des domaines d'activité qui sont très très larges. Et le Conseil fédéral, l'OFEN nous a mis à disposition un processus qui permet justement d'anticiper ces choses-là pour chaque domaine d'activité. Donc le préparatif, c'est toujours la même chose, hein. C'est d'analyser ces processus, de déterminer quels processus sont critiques pour mon entreprise et pour ma production, de fixer des objectifs par rapport à ces processus, de dire, ben voilà, en cas de diminution ou en cas de crise, qu'est-ce qui est important de garder, qu'est-ce que je veux pouvoir faire pendant par exemple, si on a un délestage de 4 heures, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ces 4 heures. C'est de mettre en place des mesures pour se préparer à ça, pour se préparer au blackout, pour se préparer à cette diminution de fourniture, et puis de vérifier ces mesures. Donc le processus est le même, hein, que vous ayez une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, une boulangerie, ou que vous ayez une menuiserie, c'est la même chose. On va déterminer des processus, on va fixer des objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire en cas de pénurie, on va fixer des mesures et puis on va vérifier ces mesures régulièrement, ça peut être une fois par année. Comme ça nous permet d'anticiper, puis ça nous permet de préparer. Et puis ça nous permettrait peut-être aussi déjà d'économiser de l'énergie si on décide à un moment de mettre en place des mesures maintenant déjà, ça nous permettra d'économiser de l'énergie, donc c'est tout bénéfice. Donc dans ces mesures qui sont préconisées, il y en a plusieurs, hein, je vous les montre ici, il y a des mesures en termes de construction, des mesures en termes d'alimentation électrique de secours. Enfin, là elles sont résumées un petit peu, je vais les prendre un petit peu une par une pour vous expliquer un petit peu. Si je viens ici par exemple, les mesures en termes de construction et de rénovation, c'est clair qu'aujourd'hui, si vous rénovez vos bâtiments, ou si vous rénovez votre entreprise, ou si vous remettez en place une nouvelle production, ou vous regardez, il faut vous poser ces questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour économiser de l'énergie ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon entreprise soit prête au moment où on a cette pénurie, au moment où on a ce contingentement? On pourrait se poser la question, par exemple, est-ce que j'isole pas plus mes murs? Est-ce que je prévois un chauffage alternatif au chauffage que j'ai actuel, à bois par exemple? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des Velux sur le toit, vu qu'on est en train de refaire la toiture, pour ramener de la lumière, pour, en cas de crise, diminuer ma consommation d'énergie électrique au niveau de la lumière? Donc on voit qu'on a la possibilité, aujourd'hui, quand on rénove ou qu'on construit un bâtiment, d'anticiper les choses par rapport à ça. Ça, c'est une des mesures qui est assez importante. Une deuxième mesure à laquelle on pense tout de suite quand on pense pénurie, c'est l'alimentation de secours. Une alimentation de secours, ça peut être un groupe électrogène, ça peut être des batteries de compensation. Il faut savoir qu'une alimentation de secours, elle ne va pas pouvoir
ça dépend de l'entreprise, mais la majeure partie des entreprises ne vont pas pouvoir fonctionner continuellement sur une alimentation de secours. Elle va vous permettre de faire une partie du processus qui sera défini, qui a été défini avant, qui va vous permettre de travailler peu ou en partie, mais qui va pas vous permettre de travailler comme si on avait l'énergie à 100%. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est les groupes électrogènes ou c'est des choses comme ça. Il y a aussi une autre chose qui est assez intéressante et puis qui est déjà mise en place, par exemple dans les hôpitaux ou bien dans les entreprises qui ont des serveurs ou des systèmes informatiques, c'est l'alimentation sans interruption. Ça permet, en cas de coupure, en cas de blackout ou en cas d'accident, d'éviter qu'on ait une coupure d'électricité et puis d'avoir une continuité sur l'approvisionnement pendant un certain temps. Donc ça ne va pas permettre de continuer à fonctionner pendant 2 mois, mais ça va permettre de fonctionner pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures, ça dépend. Par exemple, les hôpitaux sont équipés de ce genre d'équipement. S'il y a une coupure, on comprend bien que s'il y a une coupure même de 3 ou 4 secondes, ça peut péjorer, ça peut être dramatique pour certaines personnes. La même chose pour les systèmes informatiques. Si tout d'un coup vous avez une coupure 3, 4, 5 secondes, puis tous les ordinateurs s'arrêtent, c'est pas intéressant. Donc là, on a des possibilités avec des onduleurs, avec des batteries, avec des groupes électrogènes de secours, mais qui s'enclenchent très rapidement de le faire. Donc ça aussi, ça sera défini dans vos processus en disant, voilà, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, qu'est-ce que je veux mettre en place, quel apport financier je veux mettre, parce que c'est des investissements qu'il faudra faire pour se couvrir. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se réfléchir en amont. Au niveau des mesures aussi, c'est la prévision en cas de panne. Ça peut être aussi, là on le voit toujours au niveau matériel, mais ça peut être aussi en termes d'organisation. Vous pourrez regarder avec vos collègues, vous pourrez regarder avec les entreprises concurrentes pour faire des stocks en commun, pour essayer de travailler de manière commune, en partageant les équipes, en essayant de regarder différentes choses. Donc tout ça, ça peut se préparer, c'est la prévision en cas de panne. Il y a une autre mesure qui est intéressante, c'est la mesure durant les coupures. Donc, on le sait maintenant qu'à un moment donné, on sera peut-être amené à avoir des coupures, mais si on n'est pas préparé, si on se prépare pas, on ne sait pas ce qu'on va faire pendant ces coupures. Donc on peut préparer ces coupures en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ces coupures ? Est-ce qu'on fait de la formation? Est-ce qu'on fait du nettoyage? Est-ce qu'on fait du rangement? Est-ce qu'on adapte les horaires de travail? Si on imagine qu'on a du délestage de 4 heures, 8 heures, 4 heures délesté, 8 heures d'approvisionnement, on peut peut-être imaginer avoir des horaires un peu différents. Et puis on peut avoir, comme je l'ai mis là, des horaires de travail en fonction du délestage, tout ça. Donc on voit que c'est important de se préparer. C'est important de se préparer et puis pas être dépourvu au moment où on aura ces coupures de courant. Donc pour ça, il y a deux sites qui sont intéressants, enfin moi qui me paraissent vraiment intéressants. Il y a le site internet d'Austral qui résume un petit peu les informations et puis qui vous donne des informations sur ce que vous a donné Yannick. Et puis il y a aussi un guide fédéral de l'EFAE. Je vous mettrai les liens directement sous la vidéo, comme ça vous permettra d'aller les consulter. Où là, le Conseil fédéral a déjà anticipé certaines choses, que ce soit pour les entreprises ou pour la population, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour la population. Comment on se prépare en cas de crise, en cas de pénurie, et en cas de délestage et en cas de contingentement, parce que si pendant 4 heures vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de pompage d'eau, vous n'avez pas de chauffage, une pompe à chaleur sans électricité ne fonctionne pas. Il faut savoir que peut-être un chauffage à pellet ne fonctionnera pas non plus sans électricité. Donc il y a toutes des choses qu'il faut se préparer. Comment est-ce qu'on fait pour faire le plein de la voiture? Enfin, il y a énormément de choses à laquelle on ne pense pas forcément quand on se prépare à ce genre d'exercice. Donc là, je vous mettrai ces liens et je vous conseille d'aller les voir. De les consulter pour voir un peu ce qui a été fait, c'est vraiment intéressant. Et puis, voilà, comme toujours, je suis à disposition si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, si jamais vous êtes intéressé à être suivi par rapport à ça, vous avez mes coordonnées, je me tiens volontiers à votre disposition par rapport à ce sujet. Merci. Merci Christian pour toutes ces informations de comment s'y préparer. Peut-être juste une question directement. Un de nos clients, grand consommateur, souhaite mettre en place, faire un audit pour voir est-ce qu'il est prêt pour affronter peut-être ce plan austral. Est-ce qu'il peut s'adresser directement à toi ou est-ce qu'il doit s'adresser à un spécialiste ou à un autre bureau externe? Comment il doit procéder? Alors c'est bien clair qu'aujourd'hui, moi je vais pouvoir apporter beaucoup d'informations en termes de consommation, quelles que sont vos consommations d'énergie, enfin vous le savez déjà, mais je peux vous apporter les différentes informations, je peux apporter les informations que je reçois d'autres clients, que je peux vous partager. Je ne vais pas pouvoir connaître tous les processus de toutes les entreprises qui font partie de notre réseau, mais par contre je peux déjà, dans un premier temps,
vous donner certaines informations, relayer les informations qui viendront justement du projet Austral, et puis si vraiment il y a un besoin, on ira chercher des entreprises spécialisées dans votre domaine qui permettront justement d'analyser vos processus et de regarder où c'est qu'on peut se préparer au mieux. Parfait, Christian, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, mettez Christian Darbellet à contribution pour ce genre de questions et de visions par rapport à cet approvisionnement énergétique. On arrive à la dernière partie de ce forum, donc la partie des questions. Donc sur la partie à droite de cette chaîne YouTube, vous avez le chat. Vous pouvez mettre vos questions. Si quand vous souhaitez mettre la question que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut vous connecter directement à la chaîne YouTube ou à travers votre compte Google. Donc vous cliquez dessus et puis vous vous connectez. Puis on va prendre maintenant les questions. Donc je remercie Monsieur Santa Croce pour sa première question. Si des mesures d'économie d'énergie devaient être appliquées, quelle serait leur incidence sur des activités essentielles qui nécessitent du support informatique, comme par exemple Internet? Je vais me retourner vers David. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à justement à ces sociétés qui sont dans les activités essentielles? Est-ce qu'elles sont traitées sur la même chose que les autres sociétés, ou est-ce qu'il y a des différences qui seront faites? Alors bon, je pense que ça dépend beaucoup de la nature des activités qui sont assurées par cette société. Ça dépendra aussi dans quelle mesure du plan Austral on se trouve. Si on est simplement dans un appel à économiser où la réduction est demandée de 5%, si on se trouve plutôt dans un contingentement où les mesures s'élèvent jusqu'à 15%, ou si on est vraiment dans un délestage cyclique. Alors si je prends la partie délestage cyclique et puis j'interprète que l'entreprise n'est pas stratégique pour la sécurité du pays, pour la sécurité de certaines activités du pays, si c'est juste pour diffuser, si c'est pour diffuser certains contenus sur Internet et qu'on est dans une phase extrême de délestage, c'est clair que là, il va falloir subir le délestage avec la société. Ensuite, si vous êtes plutôt dans une phase de contingentement où c'est des réductions de l'ordre de 15%, alors là c'est clair qu'il faudra peut-être se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je peux poursuivre une activité à 100% ou est-ce que je dois aussi réduire mon activité, peut-être de l'ordre du pourcentage d'économie d'énergie qui est demandé. Et puis, si on est dans la restriction de consommation à hauteur de 5 à 10%, l'analyse qui devrait peut-être être faite, c'est une analyse un peu détaillée de la consommation de l'entreprise. Il n'y a peut-être pas que des serveurs informatiques et des ordinateurs alimentés, il y a peut-être aussi du chauffage, il y a peut-être aussi d'autres choses qui sont aussi comptabilisées dans la consommation d'énergie. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a peut-être quand même, en analysant en détail, des possibilités d'économie d'énergie sans prétériter l'activité de l'entreprise. Voilà, je ne peux pas vraiment dire plus. J'espère avoir pu répondre à la question. Merci David, en tous les cas, pour ces précisions. On espère que M. Santa Croce a reçu les réponses à sa question. Il n'y a pas d'autres réponses, donc d'autres questions, n'hésitez pas à en mettre. C'est l'occasion aussi de ce forum pour pouvoir répondre à vos questions, même si on est de manière virtuelle, virtuellement connecté à vous. Le but est de répondre aux questions. En attendant que peut-être une autre personne en écrive une deuxième, j'avais peut-être une question. De plus en plus d'entreprises maintenant installent des panneaux solaires sur leur installation, spécialement pour suivre la stratégie énergétique 2050, mais également pour faire de l'autoconsommation et aussi avoir un prix de l'énergie photovoltaïque qui est plus intéressant que le prix qu'il pourrait avoir du réseau. Comment sont impactés ces gens? Si je prends dans le cas du délestage, donc le risque extrême, ce serait qu'on coupe 50% du temps le réseau. Est-ce qu'ils pourraient utiliser l'énergie qui vient de leurs panneaux solaires pendant le délestage? Très bonne question. Le délestage, en fait, le principe du délestage, c'est comme je l'ai expliqué avant, c'est on coupe branche par branche les alimentations du réseau électrique. Donc, le client qui a installé des panneaux photovoltaïques, en principe, cette installation photovoltaïque a besoin de la référence du réseau pour fonctionner. Si le réseau disparaît, en principe, ces installations ne fonctionnent plus.
Il y a des systèmes qui permettent de travailler, ça s'appelle en îlotage, qui permettent donc de se passer du réseau électrique et de continuer à avoir une production électrique qu'on peut utiliser en cas de perte du réseau. Mais ça nécessite des équipements techniques spécifiques et avec un certain coût pour pouvoir utiliser notre installation en cas de coupure du réseau électrique. Donc si je comprends bien, dans une manière standard, ça n'est pas possible. Par contre, en mettant un équipement spécifique, ce serait possible de travailler en îlotage. C'est bien juste? Oui, c'est possible. Tout dépend aussi de la... Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la puissance de notre installation par rapport à ce qu'on veut réalimenter. C'est clair que si on a une petite installation et qu'on a des fours, par exemple, à alimenter, ça sera difficile de faire tourner tous nos fours avec notre installation photovoltaïque. Parfait. Je vois qu'il y a très peu de questions dans ce forum. Alors soit on a vraiment couvert toutes les questions, ou soit le système de chat ne fonctionne pas correctement, soit il y a une certaine timidité. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une question de Monsieur Critin qui est arrivé. Prévoyez-vous de tester à l'échelle 1.1 le délestage? Ouh là là. Ou arrivez-vous à simuler ce dispositif? David. Voilà. Non, alors je pense que le délestage, on va pas prendre le risque de le tester. Donc la mesure du délestage, je ne sais pas si vous vous rappelez le graphique qui a été présenté par mon collègue Yannick. Le délestage, c'est quand même pour atteindre des réductions de consommation de l'ordre de 50%, entre peut-être 30%, mais qui peuvent aller jusqu'à 50%. Et mon collègue Yannick a parlé de déclenchement par branche. Alors une branche, dans le jargon du distributeur électrique, ça peut être un village entier. D'accord. Donc, et je l'ai mentionné aussi en introduction, un blackout paralyserait le pays. Donc, si on provoque un délestage complet d'une branche, ça veut dire d'un village, ça poserait énormément de problèmes. Donc, on ne va pas s'amuser et prendre le risque de simuler un délestage. Pourtant, nous avons des relais automatiques qui sont installés et qui pourraient déclencher systématiquement des quartiers entiers en cas de gros problèmes au niveau du réseau électrique. C'est clair que ce qui est important au niveau du réseau électrique, c'est de garder une stabilité au niveau de la fréquence. On est à 50 Hz et c'est très précis. Et si il arrivait que la production ne satisfasse pas la consommation, alors automatiquement cette fréquence va tomber et des délestages automatiques sont actionnés. On n'espère pas en arriver là. Ce serait vraiment très problématique. Après, sur la question de la simulation, on peut en effet, on sait, parce que chaque branche, si je reprends cette manière de voir, chaque branche a une consommation propre, a une puissance propre, et on sait exactement, quand on délestant une branche, on sait exactement combien d'économies d'énergie on va réaliser. Parfait. Merci David pour ces précisions et pour cette question intéressante. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc tout d'abord je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de participer à ce forum online. Sachez qu'on est à votre disposition pour toutes les questions complémentaires qui viendraient. Comme je l'ai dit en début de présentation, vous allez recevoir par email dans les prochains jours le lien justement sur cette présentation avec le support PowerPoint avec l'ensemble des slides, mais également les discussions qu'il y a eu. Et puis notre conseiller en énergie, Monsieur Christian Darbelay, se tient à votre disposition, aussi bien pour toute la partie qui toucherait à ce plan de pénurie, ce plan austral et comment faire pour aller de l'avant, s'y préparer, mais également par rapport à vos couvertures d'énergie. On voit que le prix monte, que le prix est instable, puis c'est comment faire pour vous couvrir au mieux au niveau économique. Donc voilà, merci encore, on vous souhaite une toute belle soirée
et à bientôt.